Tout d'abord, merci beaucoup d'être venu un lundi après-midi sous la pluie pour nous rejoindre pour cette première activité du groupe de contact du FNRS, présidé par mon collègue liégeois Manuel Cervera-Marsal. Groupe de contact qui se lance pour, nous l'espérons, plusieurs années autour des problématiques liées à l'histoire et à l'anthropologie de l'État, de manière non pas ahistorique, mais en tout cas transpériodique, en essayant d'adopter une approche qui est celle de Jean-François Bayard, que je remercie beaucoup de nous avoir rejoints ici à Bruxelles. Bruxelles qu'il connaît bien par ailleurs. Vous me disiez que vous étiez un quart belge lors du déjeuner. Et qui nous vient de Genève. Je vais le présenter en très peu de mots. Je vais essayer de parler le moins possible, puisque l'intérêt, en tout cas, est bien de l'écouter autour de son ouvrage « L'énergie de l'État », qui nous réunit, mais également d'autres ouvrages que nous allons évoquer sous peu. Donc vous êtes politologue, spécialiste de politique comparée, docteur d'État, vous me le disiez aussi, un titre aujourd'hui très rare, docteur d'État en sciences politiques, directeur de recherche au CNRS. Vous avez été directeur du Centre d'études et de recherche internationale, le CERI, à Sciences Po, de 1994 à 2000, et fondateur de la revue Critique internationale, cofondateur de la revue Politique africaine également. Vos objets de recherche principaux dans les années 90-2000, consacrés à la grève de l'État, l'État en Afrique et dans l'espace subsaharien. Je me souviens encore d'une conversation devant une fondue à Genève où vous aviez réussi à captiver un auditoire assez hétéroclite et différent en nous racontant vos terrains en Afrique subsaharienne, suivant des cheptels. Donc on vous reçoit aujourd'hui puisque, comme vous l'avez compris, l'approche qui est la vôtre est extrêmement proche de ce que nous avons voulu faire avec ce groupe de contact. Dans votre livre très volumineux que vous pouvez montrer à l'assistance, L'énergie de l'État, paru l'année dernière, en 2022, livre qui se trouve également pour ceux qui ont un accès universitaire sur Cairn, puisque je crois que 9 de vos ouvrages se trouvent déjà sur ce bouquet numérique. On apprend plein de choses. Vous avez vos 9 ouvrages, soit de Cartala, soit de la découverte, qui se trouvent en accès, non pas libre, mais en tout cas presque libre, donc pour aller chercher, faire de la recherche, plein de textes. Et donc on aimerait vous entendre sur un certain nombre d'éléments contenus dans ce livre. Il y a deux choses qui m'ont vraiment beaucoup intéressé, et beaucoup plus de choses encore, mais vraiment deux points saillants. C'est ce que vous avez proposé comme analyse de l'État comme événement. J'ai trouvé ça particulièrement saisissant. Et une autre chose, peut-être, je ne sais pas si vous avez prévu d'en parler, puisque vous dites que c'est sans doute votre dernier livre, en tout cas la dernière grande synthèse de votre parcours. Alors j'espère pas, d'une part, et d'autre part, j'ai trouvé que votre écriture, vous le dites d'ailleurs, a une tonalité très particulière. Alors après l'écriture de l'histoire par Michel de Certeau, est-ce qu'on peut imaginer que vous nous livriez une écriture de la socio-histoire, de la socio-genèse du politique, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, une sociologie historique et comparée du politique. Je crois que vous y tenez beaucoup, et donc peut-être revenir sur quelques-uns de vos ouvrages pour qu'on comprenne d'où vous parliez. Vous le disiez à Sylvain Bourmeau quand vous présentiez votre ouvrage L'Islam républicain à l'Institut du monde arabe. Trouvez important et intéressant en tout cas de comprendre dans quel courant vous vous situez, ce que vous proposez. Ça fait beaucoup de questions pour une présentation, mais on a le temps. Et pour cadrer un peu les débats, que tout le monde comprenne un petit peu où on va, on a le temps, on a jusqu'à 16h ici, pour discuter avec Jean-François Bayard. Je pense qu'on peut vous laisser la parole pendant 45 minutes à peu près. Après un jeu d'échange, de questions, de remarques, des gens qui s'élèvent, qui ne sont pas d'accord. Tout ça est intéressant pour la discussion académique. Je vous donne la parole. Merci beaucoup de votre accueil, auquel je suis très sensible. C'est toujours agréable de partager un bouquin, notamment un gros bouquin. Et je me sens très honoré et très à l'aise pour discuter avec ce groupe, parce que je pense qu'effectivement, nous frayons dans les mêmes eaux. L'un de mes livres porte comme titre « L'illusion identitaire ».
c'est presque un aveu, parce qu'effectivement, je ne sais pas très bien ce que je suis disciplinairement parlant. J'ai commencé donc avec ce fameux doctorat en sciences politiques, mais en travaillant sur un pays, le Cameroun, auquel ne s'intéressait qu'un seul politiste, c'était un Québécois. Il travaillait sur le fédéralisme, il était très content parce qu'il avait trouvé un pays dans lequel une majorité francophone persécutait une minorité anglophone. Bon. Donc on n'avait pas grand-chose à vrai dire à se dire, et finalement assez jeune, j'ai été amené à travailler avec des collègues anthropologues ou sociologues ou économistes, etc., sauf à me condamner une forme de solipsisme scientifique qui ne correspondait pas tellement à mon tempérament. Donc je crois qu'on est véritablement sur la même longueur d'onde, et aujourd'hui, je reviendrai sur cette notion, je m'auto-définis plutôt en termes de sociologie historique et comparée du politique, parce qu'en effet, l'une des caractéristiques de mon itinéraire, c'est que j'ai travaillé pour l'essentiel dans un laboratoire, le CERI, qui a cette double particularité de réunir des spécialistes d'aires culturelles, comme on dit de manière assez malheureuse, de tous les horizons. Donc moi je suis plutôt parti des études africaines, et ensuite je me suis intéressé à d'autres pays, mais j'ai toujours eu à côté de moi des collègues qui travaillaient sur l'Inde, sur l'Extrême-Orient, l'Amérique latine, etc. Donc j'ai biberonné, si vous voulez, d'emblée le comparatisme. Et puis une autre particularité du CERI, c'est de faire cohabiter des spécialistes d'aires culturelles dans leur diversité et des spécialistes de relations internationales, dont le plus connu était Pierre Asner, mais il y avait également Marie-Claude de Smoot, Bertrand Badi, etc. Et ça, c'est un positionnement pour lequel je n'ai aucun mérite. Voilà, c'était ma socialisation, mon institution. J'ai travaillé dans ce sens, mais c'est un positionnement, enfin, c'est un portefeuille qui est relativement rare dans l'université, que d'être à cette jonction d'approches, de préoccupations, de disciplines différentes. Alors, vous l'avez suggéré, le livre se situe dans la continuité de mes ouvrages précédents. J'ai eu la chance, on en parlait là aussi tout à l'heure, j'ai eu la chance assez indécente aujourd'hui d'avoir pu faire l'essentiel de ma carrière, comme on dit, j'aime pas tellement le terme, en tant que chercheur du CNRS, et donc en étant payé par le contribuable sur des contrats, sur un contrat à durée indéterminée. Donc je sais qu'aujourd'hui ça paraît presque obscène dans la scène universitaire actuelle. Et donc, j'ai eu cette chance extraordinaire de pouvoir, comme beaucoup de mes collègues du CNRS, de pouvoir construire moi-même mon itinéraire scientifique. Il y a toujours une part de contingence. Parfois, j'ai répondu à des commandes, mais toujours en soumettant cette éventuelle contractualisation de la recherche à des préoccupations qui étaient des préoccupations endogènes, en quelque sorte. Bon, et je déroulais ma logique propre, peut-être pour le pire plutôt que pour le meilleur, mais peu importe, il y a donc un itinéraire. Et je souhaite, et notamment aux plus jeunes d'entre vous, d'avoir cette chance, et pas forcément liée d'ailleurs à des conditions statutaires particulières, même si ça aide, mais je pense que c'est quand même très important, singulièrement dans le contexte actuel, de suivre son propre chemin et de le construire. Bon. Quitte à venir d'où on va. Bon, pour reprendre la formule d'un Afghan vis-à-vis de mon collègue Montsouti. Le fil rouge de ma recherche, que j'ai commencé à dérouler avec cette fameuse thèse sur l'État au Cameroun, c'est l'historicité du politique. Et notamment, en l'occurrence, l'historicité de la formation de l'État.
Ça a toujours été ma préoccupation première. Elle a pu prendre des expressions différentes suivant les moments de mon itinéraire, mais ça a véritablement été le fil rouge de tous les travaux que j'ai faits, ou de la quasi-totalité des travaux que j'ai faits, et effectivement l'énergie de l'État. Alors je ne sais pas si c'est l'aboutissement, mais en tout cas c'est un livre, et je ne remercierai jamais le côté suicidaire des éditions de la Découverte qui l'ont accepté, mais c'est le livre que je devais écrire, enfin dont j'avais le sentiment que je devais l'écrire à ce moment-là. Bon. Le paradigme du livre, alors l'intention est claire, c'est de problématiser, au sens foucaldien du terme, de problématiser cette question de l'État, ce qui revient, en toute modestie, à problématiser le moment historique dans lequel nous vivons, puisque l'État est un phénomène à peu près universel. Le paradigme, c'est je dirais un effet de triangulation entre trois logiques que l'on a tendance à opposer, ou à poser comme étant exclusives l'une de l'autre, à poser comme étant contradictoires, alors qu'à mes yeux, ces trois logiques forment une combinatoire. Alors ça, j'ai commencé à le comprendre, je pense, dans Le gouvernement du monde, donc livre que j'ai publié en 2004, dans le sillage de l'État en Afrique en 89, l'illusion identitaire en 94. Mais à vrai dire, déjà dans l'illusion identitaire, je tournais autour du pot. Bon. Et ensuite, cette idée de la triangulation, je l'ai reprise dans l'impasse nationale libérale, et je l'ai systématisée dans cet ouvrage. Alors, quel est ce triangle ? Le premier sommet du triangle, c'est toute une série d'effets d'intégration du monde, ce qu'on appelle généralement la mondialisation ou la globalisation. Et d'emblée, il faut bien souligner que cette intégration du monde est elle-même chaotique, contradictoire. Par exemple, vous avez une intégration du marché international des capitaux qui est beaucoup plus poussée que l'intégration du marché des biens, et qui est encore plus poussée que l'intégration du marché international de la force de travail. Et puis vous avez des effets d'intégration du monde d'ordre religieux, l'expansion du christianisme, l'expansion de l'islam, ou d'ordre scientifique, ou d'ordre technologique. Donc vous avez toute une série d'effets d'intégration du monde que même un marxiste borné aujourd'hui, je fais bien la distinction entre le marxisme et Marx, hein, vous connaissez la définition du marxisme par le philosophe Michel Henry, le marxisme c'est l'addition des contresens sur la pensée de Marx. Bon. Donc même un marxiste borné ne réduirait plus aujourd'hui ces effets, je dirais, suprastructurels aux logiques de l'infrastructure. Bon. Et d'une certaine manière, il faut bien voir que le mouvement communiste international a été un effet d'intégration du monde. Donc, premier sommet du triangle, ces effets d'intégration qui sont contradictoires, dont l'emprise sur les différentes parties du globe peut être variable. Manhattan est plus connecté que le Midwest, etc., etc. On connaît tout cela de manière assez claire. Le deuxième sommet du triangle, et c'est là où je commence sans doute à vous prendre à rebrousse-poil, c'est que l'État, que l'on dit être une victime de la globalisation, en réalité est un produit de la globalisation. Alors j'ai oublié de dire, faire une précision importante, mon aune d'analyse, tout comme pour le gouvernement du monde, c'est disons de la Révolution française ou du début du 19e siècle à aujourd'hui. Donc c'est le long 19e siècle de Hobsbawm, son court 20e siècle, et puis on va dire le nouveau millénaire. Et je ne pense pas que nous soyons sortis du 19e siècle. Je referme la parenthèse. Donc depuis le 19e siècle, on voit qu'en réalité l'universalisation de l'État-nation est un effet d'intégration du monde.
Je n'en prendrai que deux exemples factuels. Le printemps des peuples, cette aspiration à la constitution de l'État-nation dans un certain nombre de pays européens est concomitant du libre-échange et des lignes télégraphiques sous-marines, par exemple. Bon, donc on voit très bien comment les deux vont de pair. De la même manière, l'effondrement de l'Union soviétique ne s'est pas dissoute dans le marché. L'Union soviétique a donné naissance à un système d'État-nation, tout comme d'ailleurs l'explosion de la Yougoslavie a donné naissance à un système d'État-nation. Donc l'universalisation du monde, je pense qu'on doit véritablement la penser dans un rapport de synergie avec ce que l'on appelle l'universalisation de l'État-nation et dans une relation de synergie avec ce que l'on appelle la mondialisation, l'intégration du monde. Et le troisième sommet du triangle vous paraîtra peut-être encore plus paradoxal, c'est que l'idéologie de ces deux sommets, de ces deux premiers sommets du triangle, l'idéologie de la globalisation, si on accepte que le deuxième sommet du triangle participe des mêmes logiques que le premier, eh bien l'idéologie de ce moment historique, c'est la généralisation de consciences identitaristes, dont à partir du XIXe siècle, le célèbre orientalisme a été l'expression savante, mais que l'on retrouve sous la forme de consciences communalistes en Inde, ethniques en Afrique. On sait bien que le communalisme ou l'ethnicité, ce sont des produits de l'État colonial et ne sont absolument pas des héritages pré-coloniaux, si on peut parler comme ça. L'État-nation lui-même, y compris dans un pays très centralisateur comme la France, se nourrit de l'idéologie et des consciences des petites patries. Et donc le culturalisme dans lequel nous baignons aujourd'hui, ou l'identitarisme, qui tient un peu le haut du pavé électoral aujourd'hui, en réalité ne sont que les avatars de ces consciences particularistes qui s'affirment à partir du XIXe siècle. Donc voilà mon paradigme, une triangulation dont, ironie de l'histoire, le meilleur symbole est un fromage rond, le camembert. J'aurais beaucoup aimé que le Livaro ou le Pont-l'Évêque, de forme plus décente pour ma démonstration, correspondent. Mais non, vraiment le fromage qui résume, qui symbolise cet effet de triangulation, pour des raisons que j'explique, page 16 et suivante du livre. C'est le meilleur symbole, c'est ce fameux camembert. Alors, le théorème du camembert, c'est intégration mondiale, plus universalisation de l'État-nation, plus identitarisme, égale globalisation, que personnellement je qualifie de national-libérale. Et ça, c'est une notion effectivement que j'avais avancée dans l'impasse national-libérale, mais que vous retrouvez déjà dans le gouvernement du monde. Alors, pour essayer de mettre en place et de faire fonctionner ce paradigme, je me suis effectivement adossé à cette discipline qui peut-être n'existe que dans ma tête, la sociologie historique et comparée du politique. Alors, on voit très bien quels en sont les pères fondateurs, d'orientation d'ailleurs idéologique ou théorique très différentes. Ça peut aller du Tocqueville, de l'Ancien Régime et la Révolution, à Marx, j'assume, à Max Weber, qui n'est pas dans une relation d'altérité aussi grande que ce que l'on suppose souvent par rapport à Marx, Foucault, qui est très weberien, bien qu'il ait horreur qu'on le lui rappelle, etc., etc. Mais et puis, vous avez des auteurs, alors qui sont plus enracinés, disons, dans les sciences sociales, du politique, des auteurs qui sont assez largement oubliés sans doute, mais enfin que j'ai lus sur les bancs de Sciences Po, comme Barrington Moore, Ralph Bendix, Perry Anderson, et puis naturellement Thomson, le grand historien de la classe ouvrière anglaise, bon,
toute une pléthore comme ça de gens, Otto Hintze. Donc vous avez une bibliothèque qui en France, d'une certaine manière, a été travaillée par Guy Hermet, qui a été un peu le père fondateur d'une certaine sociologie comparée du politique, et auquel je tiens à rendre hommage, ainsi qu'à Jean Leca, dans mon ouvrage, puisqu'ils ont été un peu les deux balises, si vous voulez, de mon itinéraire de doctorant et de jeune chercheur. Alors, comment caractériser cette sociologie historique et comparée du politique ? C'est le souci de sociologiser le passé, un peu comme le proposait Paul Venn dans son grand livre « Le pain et le cirque », et de restituer la part de ce passé dans le présent. Mais pas forcément dans le futur. Et ça, la précision, me semble-t-il, est importante parce que, évidemment, et c'est une de mes obsessions, il faut éviter toute conception évolutionniste, historiciste du politique. Donc, penser l'historicité du politique sans être historiciste. La comparaison, j'emprunte son esprit à Paul Venn, quand il fait de la comparaison une opératrice d'individualisation, en nous rappelant qu'en français, que dans la langue française, le verbe comparer a deux sens antithétiques. Le poète compare l'amour qu'il dévore à la flamme, au feu, pour dire qu'il brûle, enfin pour affirmer l'identité, l'identification, la similarité des deux phénomènes, alors que l'historien va, par exemple, comparer la démocratie libérale contemporaine avec la démocratie grecque pour précisément montrer quelles en sont les singularités respectives. Donc, comparaison à la Paul Venn, qui est une comparaison qui présente deux particularités. La première, c'est qu'elle pose des questions sans prétendre y répondre. Donc nous sommes là pour partager des questions et pas forcément des réponses. Et là, on voit bien précisément l'opération d'individualisation, de singularisation des situations. La deuxième particularité de cette conception de la comparaison, c'est qu'elle est nécessaire à la restitution de l'historicité des sociétés, de l'historicité propre des sociétés politiques, qui, elles seules, fondent leur appartenance à l'universalité. Je suis peut-être un petit peu abstrait. Seule l'historicité des sociétés constitue leur universalité. On peut prendre le raisonnement autrement. Pour nier l'appartenance à l'universalité des sociétés qu'elle colonisait, l'Europe a nié leur historicité. Ces sauvages étaient dans la tradition, dans la temporalité, et il fallait les élever à la civilisation. Grosso modo, le discours de Sarkozy à Dakar. Et de ce point de vue, notre collègue, l'anthropologue congolais Patrice Yengo, refuse toute pertinence à la notion de rencontre coloniale, parce qu'il n'y a pas eu de rencontre coloniale, précisément parce qu'il n'y avait pas la reconnaissance de l'historicité de la part d'Européens qui prétendaient avoir le monopole de l'histoire. Et cette comparaison, cette conception de la comparaison nous permet de comprendre d'une part que l'universalisation procède toujours par réinvention de la différence. Donc par exemple, la démocratie indienne, c'est effectivement l'appropriation au sens marxien du terme du modèle de Westminster de parlementarisme britannique par une société quand même très loin de la conception que pouvait se faire de la société civile à Locke, par exemple, hein, sauf à considérer, ce qui ne serait pas faux, que la société britannique est une société de caste, elle aussi. Bon. Mais en tout cas, on voit bien qu'entre l'Inde et la Grande-Bretagne, il y a évidemment beaucoup de différences, et donc ce qui est important, c'est de voir comment la société indienne s'est appropriée, y compris dans un contexte fédéral qui n'a rien à voir avec la monarchie composite de Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, s'est approprié ce modèle Westminster. Et là, on voit bien que l'universalisation passe par la réinvention de la différence. Et puis,
deuxième point que je voudrais souligner de ce point de vue, c'est que la comparaison ainsi entendue nous fait sortir de ce que Merleau-Ponty nommait un universalisme de surplomb, qui est l'ethnocentrisme, qui est l'universalisme à la française. Nous sommes l'incarnation de l'universalité par définition, pour passer à un universalisme latéral, par une espèce de dialogue latéral et que l'on voit bien à l'œuvre, par exemple, dans les études africaines, lorsqu'un Marc Abélès, spécialiste de l'Éthiopie, transporte sur son appareil conceptuel, sa méthode, etc., dans un premier temps à l'analyse des Auvergnats de Paris, et en montrant comment ceux-ci fonctionnent comme une association d'originaires, comme on dit en Afrique de l'Ouest. Et ensuite considère par exemple l'Union européenne avec ces mêmes instruments, ou son très beau livre Jour tranquille en 89, qui est un superbe livre de sociologie électorale, mais que seul, à mon avis, entre guillemets, un africaniste pouvait écrire, en montrant toutes les dynamiques lignagères de la République française. Alors là, nous avons 3 ennemis, et je sais que c'est très imprudent, parce que le président Mao nous a dit qu'il ne fallait jamais avoir plus de 2 ennemis. Nous avons 3 ennemis principaux, l'évolutionnisme, le culturalisme, et également l'individualisme méthodologique, en ce qu'il donne le primat à l'intentionnalité des acteurs, et cela même en deçà, si vous voulez, des ravages de la théorie du choix rationnel, qui a dévasté notamment la science politique américaine, une bonne part de la science politique ouest-européenne. Alors, je voudrais maintenant évoquer 2 grands points. Quelle écriture pour la sociologie historique et comparée du politique, et puis, dans un deuxième moment, si j'ai le temps, 6 grandes perspectives qui me paraissent traverser l'ouvrage. Et vous voyez qu'au fond, nos curiosités sont assez convergentes par rapport aux questions que vous m'avez posées. On ne s'était pas concerté. Et en effet, je voudrais commencer par ce que vous avez souligné, mais qui n'est pas de mon fait, qu'en réalité j'emprunte à Gilles Deleuze. Gilles Deleuze, quelque part, dit que le concept doit dire non pas l'essence, mais l'événement. Et cette distinction, elle est lumineuse, et on peut la passer à la moulinette d'à peu près toutes les situations que l'on considère. Par exemple, d'une certaine manière, que quand j'ai écrit l'illusion identitaire, je ne sais plus d'ailleurs si je cite Deleuze ou non dans l'ouvrage, en tout cas cette conception de Deleuze dans l'ouvrage, mais l'identité est une notion fausse, une notion qui n'a aucun intérêt, trompeuse, parce qu'elle est d'ordre essentialiste. Ce qui compte, c'est l'événement de l'identité, c'est-à-dire l'identification. Alors, de la même manière, j'arrive effectivement, en 780 pages, je crois, à ne pas donner une seule définition de l'État, ou à peine, vraiment, parce que pour moi, c'est un faux problème, et qu'on ne peut pas avoir une définition essentialiste de l'État. En revanche, l'État est un événement, et notre problème, c'est de l'appréhender dans sa dynamique complexe et dans ses logiques intrinsèques. Alors d'abord, quelle écriture pour la sociologie historique et comparée du politique, et j'apprécie que vous m'entraîniez sur ce terrain, parce que, sans doute parce que je suis un mauvais chercheur, je considère que l'écriture en tant que telle est un instrument de connaissance. Et il ne faut pas avoir honte d'écrire, que ce soit le français, l'anglais, etc., mais d'écrire une vraie langue. Et non pas une langue raplatie par une conception scientiste et inévitablement réductrice des faits. Donc moi j'assume le fait d'écrire, d'essayer de bien écrire ce qui est ma langue, mais
le français, mais si vous prenez par exemple les livres de John Lonsdale, les écrits de John Lonsdale, là vous avez un superbe anglais et qui nous dit beaucoup plus de choses que le globish que nous devons subir dans un nombre croissant de maisons d'édition. Cette écriture, elle repose, on pourrait la présenter sous 3 angles. Le premier angle, d'une certaine manière, c'est une chorégraphie de personnages conceptuels. Et je reprends là aussi une notion de Deleuze. Alors évidemment, dans ce livre, vous avez beaucoup de bipèdes parfaitement identifiables, des présidents, des ministres, des auteurs, etc. Mais les véritables personnages de ce livre, ce sont des concepts. Et d'ailleurs, il y a un générique dans le livre, parce que c'est aussi un livre, j'y reviendrai dans un instant qui a quelque chose de cinématographique. Il y a donc un générique, et c'est un générique de concepts. Les véritables personnages sont des concepts. Et je voudrais citer une grande dame belge de la danse, Anne-Theresa de Kersmacher. Chorégraphier, c'est incarner une abstraction. Deuxièmement, c'est une écriture modale, et vous voyez que j'assume complètement ma subjectivité, y compris dans son côté bancal. Moi, je suis un amoureux de la musique ottomane et de la musique savante sonati persane. J'adore ce qu'on appelle la musique modale. Et cette idée de mode nous donne les clés peut-être de certaines formes d'improvisation dans notre écriture. Et quand vous lisez, si vous lisez le livre, vous voyez que l'introduction du livre, d'une certaine manière, est ce qu'on appelle dans la musique ottomane un taksim, qui met en place un petit peu le morceau selon le mode que l'on a choisi. Et tout au long du livre, les phrases conceptuelles posées par ce taksim se retrouvent. Donc c'est un livre un petit peu en spirale. Ce qui m'amène à la troisième remarque à propos de mon écriture. C'est une écriture, effectivement, qui... je ne l'ai pas pensée comme telle, mais peut-être en discutant avec des étudiants, en préparant avec des étudiants un colloque, je me suis aperçu qu'en réalité, on allait un petit peu dans cette direction. C'est une écriture en spirale au sens où l'entend Béla Tarr. Je ne sais pas si vous connaissez ce superbe réalisateur hongrois, dont le moindre film fait 3 ou 4 heures, et qui procède de lui-même dit qu'il filme comme ça en spirale. Bon, donc c'est une écriture en spirale que vous retrouvez très bien dans son très très beau film Satan Tango, je pense que vous en avez environ pour 3 fois 4 heures, et que l'on retrouve également dans la plupart des autres livres de son romancier fétiche, Krasan Oray, par exemple dans La mélancolie de la résistance, dont l'exergue est « il s'écoule sans passer ». Il, c'est naturellement le temps. Bon. Et ça donne un livre qui peut sans doute irriter dans son déroulement. Bon, c'est un parti pris d'écriture que je n'ai pas véritablement choisi, qui s'est imposé à moi, parce qu'encore une fois, je travaille comme ça, quoi, enfin, beaucoup par improvisation, et qui repose aussi beaucoup sur le montage, à la fois au sens de Godard et de Walter Benjamin. En bref, si vous voulez, c'est une écriture d'entrelacs, pour reprendre là aussi l'expression d'un dramaturge, Michel Vinaver. Alors moi, ce que j'assume complètement, mais je sais que c'est également parfaitement contestable, c'est que l'écriture scientifique est un acte de création. Et que de ce point de vue, notre métier n'est pas si différent de celui d'un peintre, de celui d'un réalisateur ou d'un sculpteur. Et donc, mon écriture, peut-être scientifique, je n'en sais rien, se situe en tout cas aux antipodes de l'écriture positiviste du New Public Management de l'université et de la recherche, et qui se situe aux antipodes de ce que Marcuse nommait la rationalité opérationnelle de l'expertise. Vous connaissez la très belle définition de l'expert par Michel de Certeau. Un expert, c'est comme Félix le chat, ça fait très longtemps qu'il marche dans le vide avant qu'il ne s'en aperçoive. Bon. Et la logique de l'expertise est aux antipodes de la logique de la recherche. Donc vous ne trouverez pas dans le livre ce langage fonctionnel
radicalement anti-historique que stigmatise Marcuse. Et je crois que c'est aussi l'un des intérêts de la sociologie historique du politique que de réintroduire massivement de cet arrière-plan, enfin cette profondeur de champ de l'histoire dans des disciplines qui trop souvent se pensent dans une certaine horizontalité. C'est un livre, comme je le disais tout à l'heure, foucaldien, parce qu'il n'a pas d'autre ambition que de problématiser. Donc vous n'apprendrez pas grand-chose en lisant le livre, si vous le lisez. En revanche, ce que j'espère, c'est que le livre permet de poser et de problématiser des questions. Et c'est un livre critique de l'État-nation, critique au sens philosophique du terme, et d'ailleurs un livre qui use abondamment de concepts philosophiques comme instrument d'analyse politique, et c'est sans doute aussi une petite marque de fabrique par rapport à certains de mes confrères. Bon, par exemple, les concepts d'état rhizome, de compénétration des durées sont naturellement directement empruntés à des philosophes, Deleuze et Bergson. Enfin, c'est un livre qui vise à substituer à la conscience culturaliste et identitariste née de la triangulation du monde, comme je le disais tout à l'heure, une conscience historique anti-historiciste. Et en particulier avec ce concept bergsonien de la compénétration des durées. Alors là, il y a deux manières de lire le livre. La première manière, c'est de le lire comme un livre de sciences sociales, bon, ce qu'il est après tout, c'est quand même plutôt payé pour écrire des livres de sciences sociales. Mais c'est également, et je n'insiste pas sur ce point parce que vous y trouverez ou vous n'y trouverez pas votre miel, et puis on aura le temps d'en discuter, mais il y a une autre manière de lire le livre, une manière politique, parce que c'est un livre politique, et qui s'assume en tant que tel, et qui essaye de mettre la sociologie historique et comparée du politique au service de ce que Foucault nomme l'intellectuel spécifique. C'est-à-dire pas l'intellectuel engagé à la française, avec une chemise blanche bien ouverte sur son torse, qui parle de tout et de n'importe quoi, et plutôt de ce qu'il ne connaît pas, mais un intellectuel qui met au service du débat public, éventuellement de manière très normative, sa compétence professionnelle de chercheur ou de prof. Et là, on peut en donner trois exemples. Le livre attache une grande importance à un moment historique précis, qui est celui sur lequel je reviendrai tout à l'heure, du basculement d'un monde d'empire à un monde d'État-nation. Et je crois que cette problématisation du passage de l'Empire à l'État-nation nous permet de mieux comprendre quelques-uns des conflits les plus sanglants et les plus tragiques auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Par exemple, la guerre d'Ukraine est très largement une guerre de passage d'un empire à un État-nation. Non seulement le passage de l'empire des Romanov à l'empire soviétique, bon, c'est une analogie, il y a de grands débats entre historiens pour savoir si véritablement on peut parler d'empire et encore pis peut-être d'empire colonial à propos de l'Union soviétique, mais en tout cas il y a ce passage de l'Union soviétique impériale ou para-impériale à un système d'État-nation. Et on voit bien comment l'Ukraine, qui se situe à la confluence dans la longue durée de plusieurs empires, l'ensemble polono-lituanien, l'Empire ottoman, l'Empire des Habsbourg devenu austro-hongrois, l'Empire des Romanov. Donc on voit bien comment cet effet de confluence, avec notamment cette région tragique des confins, ce que Snyder a qualifié de terre de sang, mais je voudrais également renvoyer aux travaux de Catherine Goussef, on voit bien comment cet arrière-plan historique reste d'une actualité tragique. Le conflit israélo-palestinien n'est qu'un avatar parmi d'autres de ce passage d'un monde d'empire, en l'occurrence l'Empire ottoman et l'Empire colonial britannique, à un monde d'État-nation. Mais le
conflit israélo-palestinien ne peut être compris que par rapport à des conflits tout à fait similaires sur les ruines de l'Empire ottoman, l'Irak, le Liban, la Syrie, et puis tous les conflits des pays balkaniques. Et à bien des égards, la guerre de Yougoslavie des années 90 corrobore également, me semble-t-il, mon propos. Deuxième exemple de l'utilisation politique de ce livre, c'est le chronotype de la révolution conservatrice. Donc la révolution conservatrice au sens historiographique du terme, le fascisme, le national-socialisme, tous les mouvements d'Europe participant plus ou moins de cette mouvance. Le kémalisme, qui à mon avis rentre dans cette catégorie, que l'on peut ériger en paradigme avec un certain nombre de critères. Je ne vais pas les lister, mais enfin, ce sont des mouvements nés de la guerre, de la défaite ou de la victoire mutilée dans le cas de l'Italie, l'imputation du malheur national à un autre, si possible à un autre de l'intérieur, l'arménien, l'arabe dans le cas de la Turquie, le juif naturellement dans le cas de l'Allemagne, etc. Et puis, cette espèce d'oxymore, si vous voulez, d'une prétention à la révolution. Donc on n'est pas du tout, comme l'a bien montré François Furet, dans un mouvement réactionnaire qui prétend revenir à l'ordre ancien pré-révolution française, mais une prétention à la révolution au service de valeurs conservatrices, et qui assume complètement, par exemple, la technologie moderne, avec par exemple le phénomène du futurisme en Italie. Bon, il y a d'autres critères, je ne veux pas être trop long, mais il me semble que ce chronotype de la révolution conservatrice de l'entre-deux-guerres nous permet, mutatis mutandis, de comprendre dans la comparaison des régimes comme ceux de Erdogan en Turquie, Poutine en Russie, Modi en Inde. La liste malheureusement est très longue. Il y a l'Europe centrale. Mais également, on peut interroger, par exemple, Boris Johnson, Trump, et même Macron, quel que soit son positionnement, enfin son auto-positionnement politique, en rupture prétendue avec Orban ou Meloni ou Salvini en Italie, mais en réalité, ce paradigme permet de comprendre le flirt de Macron avec le roman national et de voir comment, alors lui est un personnage triangulaire parfait, de voir comment on peut être à la fois ultralibéral dans le domaine économique et payer ses hommages, payer tribut à la pucelle d'Orléans et visiter le Puy du Fou. Là, on a. Donc, je pense que cette notion de révolution conservatrice nous permet de mettre en comparaison toute une série de situations contemporaines, bien qu'elles paraissent disparates, et d'expliquer, par exemple, enfin, c'est l'hypothèse que je développe dans un papier relativement récent d'AOC, d'expliquer, par exemple, le rapprochement entre la Russie de Poutine et un certain nombre de régimes africains en termes de révolution conservatrice, avec cette notion centrale du ressentiment. Et c'est pas simplement une alliance de conjoncture. Il me semble qu'il y a des affinités électives entre le ressentiment poutinien à l'encontre de l'Occident et le ressentiment africain à l'encontre également de l'Occident, la traite esclavagiste, la colonisation, etc. Mais également, et c'est là où on retrouve cette dimension de la comparaison comme opération d'individualisation, il y a un ressentiment en Afrique subsaharienne ou dans certaines sociétés subsahariennes que l'on ne retrouve pas en Russie, c'est le ressentiment sorcellaire. Ce qu'on appelle les rapports ou les représentations de la sorcellerie étant au cœur de toute une série de rapports sociaux, notamment familiaux, dans les sociétés subsahariennes. Bon. Là non plus, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est une manière, si vous voulez, de vous montrer comment les concepts un peu abscons de cet ouvrage nous permettent de faire parler l'actualité la plus directe. Le dernier exemple, c'est le concept de situation thermique
thermidorienne. Là aussi, c'est un chronotype. Je pars du thermidor de la Révolution française, tel que par exemple l'a analysé Pierre Cernin, mais également Bachko. Pour prendre l'élément essentiel, la professionnalisation en classe politique d'une élite révolutionnaire. Mais il me semble que ce concept de situation thermidorienne permet de comprendre la Russie post-soviétique, la Chine post-denguiste, 1978, le Cambodge contemporain, Cuba, la République islamique d'Iran, non pas dans les termes évolutionnistes éculés de la transition démocratique, une transition à la Godot, on peut l'attendre éternellement, parce que la logique est thermidorienne, elle n'a rien de démocratique. Et je vous rappelle que Thermidor est un mouvement, un moment antidémocratique, de perpétuation du pouvoir de la Convention contre le peuple. Donc là aussi, il me semble que ce concept permet d'éclairer un certain nombre de situations en sortant de la vulgate et du millénarisme de la transition démocratique. Alors maintenant, très rapidement, les 6 grandes perspectives qui vont vous donner la colonne vertébrale de l'ouvrage. En premier lieu, l'ouvrage s'interroge sur l'abstraction de l'État, donc l'événement de l'État comme abstraction. Et là, j'utilise l'abstraction dans 2 sens différents. D'abord, vous avez l'abstraction du concept. Donc l'État, c'est un concept, c'est un idéal type. Je pense que le mieux, c'est de se reporter aux pages 74-75 du livre. Vous avez une très très belle définition, une très belle problématisation de l'État par Max Weber, elle est trop longue pour que je la cite. Mais le concept abstrait de l'État, tel que nous le propose Max Weber dans cette citation de la page 74-75, nous permet d'appréhender un processus d'abstraction du réel hétérogène par cette logique, par cette formation de l'État. Ce que je veux dire par là, c'est que la formation de l'État dans notre séquence à partir du XIXe siècle, mais naturellement avec un arrière-plan historique qui, grosso modo, je parle sous le contrôle de vous, collègues historiens, qui, grosso modo, nous ramène à ce qu'on appelle de manière un peu erronée la réforme grégorienne. Donc le Saint-Siège comme matrice, l'État pontifical comme matrice de l'État moderne au sens historiographique du terme, et ensuite de l'État-nation, par toute une série d'enchaînements. Donc, ce processus de formation de l'État, et notamment de l'État-nation à partir du XIXe siècle, est une mise en abstraction du réel hétérogène. Par le droit, par le territoire cartographié, ces fameuses frontières naturelles sur lesquelles fantasment les Français, qui est une pure abstraction, naturellement, l'abstraction d'un peuple que l'on invente. La nation est un produit de l'État, l'État n'est pas un produit de la nation. L'abstraction du marché, l'abstraction du nombre, le gouvernement par les nombres, qui triomphe aujourd'hui avec l'algorithme. Toute une série, si vous voulez, d'effets d'abstraction qui culmine avec la formation d'un État rationnel légal au sens de Max Weber. Et là, il y a une intuition dans le livre, je n'ai eu ni le temps ni la compétence de la mener à bien. Est-ce qu'il n'y a pas des affinités délectives entre ce processus historique concret de l'abstraction du réel hétérogène par l'institution d'un État rationnel légal? Est-ce qu'il n'y a pas des affinités délectives entre ce processus et toute une série d'autres effets d'abstraction dans le domaine technique, mais également dans le domaine artistique? Est-ce qu'au fond,
l'art abstrait ne doit pas être pensé dans ce rapport et en synergie avec ce processus historique concret de l'abstraction de l'État. C'est une question, mais je pense qu'elle mérite que quelqu'un de plus compétent que moi la prenne à bras-le-corps. Et avec un gros débat, qui est un débat académique, mais qui est également un débat politique, quid de l'universalisation, quid de l'appropriation de cet état rationnel légal dans des sociétés historiques autres qu'occidentales. Bon, vous savez, ou en tout cas certains d'entre vous savez que je n'ai pas du tout le même avis que Bertrand Badi. Je pense qu'il y a eu greffe de l'État par réinvention de la différence et que le processus de formation de l'État-nation en Afrique, en Amérique latine, en Asie, s'est greffé sur des processus historiques endogènes de formation de l'État. Bon, ce que l'on voit naturellement de manière très aisée dans des pays comme le Japon ou comme la Chine. Et là, je voudrais citer le très beau et très... il a fait pire que moi, livre de Chevrier, d'Yves Chevrier sur la Chine, qui est sorti cet été, je crois. Mais on voit aussi assez bien cette logique dans l'Égypte ou à Madagascar, et même au fond dans les États subsahariens. Moi, toute la démonstration de ma thèse, l'État au Cameroun, c'est de montrer comment cet État imposé pas par le colonisateur et approprié par les nationalistes ou les suppléants des nationalistes dans le cas du Cameroun, en réalité reposait sur des logiques sociales antérieures à la colonisation. Et donc là, vous avez un grand débat qui rejoint un différend au sein même des Subaltern Studies indianistes. Le fondateur de ce courant historiographique, Goura, pensait que la colonisation était une domination sans hégémonie, alors que Chatterjee, lui, pensait qu'il y avait une hégémonie coloniale et que le mouvement nationaliste était un mouvement de reproduction de l'hégémonie coloniale. Et entre les deux thèses, j'ai longtemps hésité, mais je pense maintenant, peut-être à tort, que Chatterjee a raison et que le mouvement nationaliste est très largement un mouvement d'appropriation de l'hégémonie coloniale. Deuxième temps, le livre privilégie un moment d'historicité. Alors je vous renvoie aux pages 735-736 pour la définition de cette notion de moment d'historicité, complémentaire de situations historiques. Ce que je veux dire par moment d'historicité sont les moments de basculement, des points de bascule, qui engendrent des situations historiques qui, elles, se reproduisent dans la durée. Et un moment d'historicité, ça participe de la contingence, c'est un moment au fond de synergie entre des dynamiques complètement hétérogènes qui n'ont d'une certaine manière ni queue ni tête, mais qui à un moment donné font coalescence et créent une situation amenée à se reproduire par des jeux de force contradictoires. Je pense, pour garder un exemple contemporain, je pense que Erdogan est un bon exemple de ce que je cherche à dire, en ce sens que Erdogan, dans la première partie de son pontificat, si je puis dire, a véritablement essayé, dans une logique d'ailleurs endogène de la République turque, d'ouvrir le système. Et le système, en fait, il n'avait plus aucun intérêt à tenter cette aventure à partir du moment où l'Union européenne lui claquait définitivement la porte au nez. Ce qui s'est produit avec l'élection de Sarkozy. Bon, tant qu'il y a eu un jeu de dupes entre la France et l'Allemagne, l'Allemagne disait non et la France faisait semblant de dire oui, pour être gentille. Mais à partir du moment où la France élit un président de la République qui a fait du refus de la candidature turque son mantra, Erdogan comprend qu'il n'y a plus rien à voir de ce côté et qu'il n'a plus aucun intérêt à donner des gages. Bon. Et là, on voit
ressurgir une situation autoritaire, au sens où Guillermet a utilisé le terme, qui s'est nouée en Turquie à la fin du XIXe siècle avec le règne d'Abdülhamid II, qui a été reproduite et exacerbée par le comité Union et Progrès, notamment à partir de son coup d'État, sa prise de contrôle intégral du pouvoir, que le kémalisme a reconstitué, et avec ce jeu de systole-diastole, pour reprendre une métaphore cardiaque brésilienne, tout au long du XXe siècle. Et Erdogan, c'est un cas intéressant parce qu'on voit simultanément la systole et la diastole. Alors je ne sais plus d'ailleurs dans quel sens ça fonctionne, notre cœur, mais on voit ce mouvement. Et alors, le passage d'un monde d'empire à un monde d'État-nation, on doit le comprendre en termes de moment d'historicité. Et on ne doit surtout pas le comprendre en termes de succession. Ça a été très bien montré par Xavier Bougarel à propos de la Yougoslavie, enfin de la Bosnie, mais enfin ça a été très bien montré par Béatrice von Hirschhausen à propos des frontières fantômes de l'Europe centrale et orientale. Ça a également été très bien montré par Béatrice Hibou et Mohamed Tozi dans leur livre « Tisser le temps politique ». Donc on n'a pas une succession de l'empire à l'État-nation. D'abord, on peut être un empire en étant un État-nation. La France, par exemple, qui était simultanément un État-nation et un empire, et qui, selon d'aucuns, reste d'une certaine manière impériale et coloniale. Bon. Donc il s'agit d'un effet de composition plus que d'un effet de succession. Il n'empêche que ce moment, ce passage, il a une certaine tangibilité, ne serait-ce que parce qu'il s'est soldé par des dizaines de millions de morts. À partir du moment où le passage d'une domination impériale qui gouverne par la reconnaissance et l'instrumentalisation de la différence à un État-nation centralisateur qui procède par unification culturelle et assignation identitaire. Donc ce passage de l'un à l'autre a une ingénierie précise qui est la purification ethnique. Alors vous pouvez avoir la méthode relativement soft de l'assimilation culturelle, mais qui repose toujours sur un minimum de coercition, comme par exemple l'assimilation des Kurdes en Turquie, ou l'assimilation des Albigeois, si je fais un anachronisme, par le Royaume de France. Bon, donc il y a toujours évidemment l'ombre de la coercition. À l'autre opposé du spectre, vous avez le génocide. Et le génocide qui est quand même une procédure relativement courante de formation de l'État. Les Amérindiens en Amérique du Nord, ce que l'on a longtemps appelé les Hottentots dans le sud-ouest africain, les Arméniens à la fin de l'Empire ottoman, et naturellement la Shoah dans l'Europe de la seconde, enfin des années 30-40. Bon. Et puis vous avez tous les stades intermédiaires, la purification ethnique à la yougoslave, on tue suffisamment de gens pour inciter les autres à partir. Bon. Mais la logique est bel et bien celle de la purification ethnique. Et donc il y a quand même une tangibilité historique dans ce processus de passage d'un monde à l'autre. Troisièmement, et je serai plus rapide, vous connaissez la célèbre définition de Max Weber, l'État a le monopole de la violence légitime sur un territoire donné. À mon avis, il faut aller un petit peu en amont, et je crois que l'État a le monopole de la dénomination légitime. C'est l'État qui dit qui est qui, et quoi est quoi. Par exemple, c'est l'État qui considère que vous faites partie du corps national ou que vous en êtes un parasite bon à être purifié ou chassé. Et ça, c'est un pouvoir de dénomination qui ensuite ordonne l'inégalité, y compris par la spoliation. Par exemple, les biens abandonnés des Arméniens, les biens confisqués des Juifs, etc. etc. Donc la purification ethnique a une économie politique que l'on a
que l'on a tendance à sous-estimer, et cette économie politique, elle repose sur le monopole de la dénomination légitime qu'exerce l'État. Notamment sous la forme de l'énonciation de l'inégalité sociale. C'est l'État qui nous dit si on est jeune ou si on est vieux, si on est femme ou si on est homme, si on est ceci ou si on est ouvrier. C'est l'État qui délimite notre cercle familial. Et de ce fait, les règles de la succession en matière d'héritage, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut prendre très au sérieux ce monopole de la dénomination légitime qu'exerce l'État et qui est d'ailleurs l'un des aspects de son abstraction. Quatrième temps, j'ai attaché de l'importance au style de la domination en empruntant le terme de style à l'historien Peter Brown. Quand il parle de style d'échanges sociaux, par exemple à propos de la gravitas dans l'Empire romain. Et là, on croise l'une de mes préoccupations, c'était d'essayer de penser simultanément des ordres de la réalité qui sont souvent pensés en contradiction ou alors pensés de manière distincte, à savoir les logiques intrinsèques de la domination politique, pour aller vite à ce qu'on appelle l'État, ce que d'aucuns appelaient jadis l'infrastructure. Bon, on préférera sans doute ici parler de l'économie politique de l'État. Et puis, troisièmement, sa dimension culturelle. Et généralement, ces trois aspects de la réalité sont pensés séparément par nos corporations respectives. Et ce que j'ai essayé de faire, et la tentative est certainement insuffisante, mais c'est de penser simultanément ces trois ordres de la réalité sociale. Et donc de considérer que les dominations au sens weberien du terme, Herrschaft, avaient chacune leur style, non pas un style unique, parce que d'abord, ces styles sont des hybrides, et empruntent à plusieurs répertoires culturels, de manière parfois très, très baroque, ce qu'on voit très bien, par exemple, dans les pays de l'ancien tiers-monde, où vous avez des répertoires complètement hétérogènes, les uns occidentaux, les autres locaux d'exercice de la domination. Et puis parce qu'une domination, comme phénomène historique, est habitée par des contradictions, des tensions, etc. Donc il ne s'agit pas du tout de dire que le style de la domination revient à ce que l'on appelait jadis, ce qu'on continue d'appeler, mais vous savez que je récuse la notion, la culture politique. Mais il y a des effets de style que l'on doit penser de manière anticulturaliste. Il ne s'agit pas de faire rentrer par la fenêtre le concept de culture qu'on a chassé par la porte, mais que l'on doit également penser par opposition à une conception, je dirais, idéaliste de l'histoire. Parce que un style culturel de la domination repose sur une culture matérielle. Par exemple, le vêtement, l'alimentation, une gestuelle. Donc on doit penser simultanément l'imaginaire et la matérialité. Et là aussi, Deleuze nous aide quand il nous dit que l'imaginaire, c'est pas le contraire de la réalité, c'est le caractère indiscernable de la réalité et de l'irréel. Et donc, il y a chacun des styles de la domination sur lesquels nous pouvons travailler a sa propre, l'expression est un peu bizarre, mais est utilisée par les anthropologues, sa propre culture matérielle, vestimentaire, alimentaire, architecturale, etc. Et ses propres techniques du corps. Ce qu'avait très bien compris Marcel Mauss quand, par exemple, il opposait la manière de marcher de l'armée britannique à la manière de marcher de l'armée française. Je vous rassure, j'arrive à la fin. Cinquième ligne directrice, penser simultanément la coercition et l'hégémonie. On a souvent une vision un peu simpliste de Gramsci, en disant plus il y a d'hégémonie, moins il y a de coercition. Et ce que j'essaye de montrer, de manière même assez empirique, en travaillant sur le châtiment corporel, sur le fouet, l'usage du fouet dans la formation, par exemple, de l'État et de la domination politique, en réalité, la coercition, au sens le plus physique du terme, peut être un vecteur de l'hégémonie. Et ça, on le voit, on pourra dans la discussion y revenir si cela vous intéresse. Et il me paraît, je pense que c'est extrêmement important pour comprendre la société civile
dans son rapport, la société civile, c'est la société dans son rapport à l'État. Donc la société civile, ça n'est pas une essence, contrairement à ce que nous dit le discours néolibéral contemporain. Là aussi, c'est un événement. Et c'est une relation, c'est un rapport. Et ce rapport, eh bien, il est à l'interface de la coercition et de l'hégémonie. Et puis, pour finir, une conclusion qui ouvre sur le vide, ce qui n'est pas entièrement rassurant pour moi. À la fois le vide tel que le problématise Bergson avec cette idée de la compénétration des durées. Et là, je pense que naturellement, il y a une grande dette de l'analyse du politique, je préfère dire cela plutôt que science politique, par rapport à l'histoire. C'est qu'une société, évidemment, c'est toute une série de rapports sociaux, on va dire, horizontaux, mais une société a toujours une diachronie, et une société est toujours dans une relation dialogique, au sens de Barthes, avec son passé. Et ce rapport au passé, c'est un rapport énonciatif, c'est-à-dire que chacun se fabrique son petit passé. Bon. Donc la question de la mémoire historique, mais comme la plupart d'entre vous le savez mieux que moi, la mémoire historique, c'est pas simplement une mode culturelle, celle des commémorations, etc., bien marchandisée, qui encombre nos calendriers, y compris celui des éditeurs. C'est pas comme ça une espèce de sous-discipline ou d'objet des sciences sociales, une spécialité en quelque sorte. En réalité, cette dimension de la mémoire historique, elle est constitutive de la production du politique. Mais comme cette mémoire est énonciative, eh bien, elle crée du vide, en quelque sorte. Elle crée des lignes de fuite. Et elle crée du conflit. Ce qui m'amène à une deuxième remarque qui, là aussi, est un vieux fil rouge depuis, oui, peut-être l'État au Cameroun, et en tout cas l'État en Afrique dans mes écrits, c'est que nos sociétés reposent sur le vide. Alors que tous nos concepts en appréhende le plein. Et là, j'utilise la métaphore de la peinture chinoise. Si vous prenez un tableau chinois lambda, on va dire comme ça, académique, bon, vous avez le brouillard, et à travers le brouillard, chinois ou japonais, et à travers le brouillard, vous voyez la montagne se dessiner. Et c'est le vide du brouillard qui fait le plein de la montagne. Bon, il y a ce rapport. De la même manière, nos sociétés reposent sur le vide. C'est ce que j'avais essayé de démontrer dans l'État au Cameroun et ultérieurement avec cette problématique de l'énonciation, avec cette idée des modes populaires d'action politique. Les dominés ne se situent pas forcément dans l'espace de la domination que les dominants, pour simplifier les choses, leur assignent, y compris en situation coloniale. Vous avez toujours, non seulement un hors-champ, comme le dit Romain Bertrand, mais même dans le rapport du colonisé au colonisateur, il y a une irréductibilité qui échappe à la domination coloniale, notamment par le biais de l'énonciation. C'est-à-dire que le même phénomène politique va revêtir des sens complètement différents d'un acteur à l'autre. Et ça, on le vit tous les jours. Dans notre vie quotidienne. Et je crois que l'énonciation produit du vide. Et au fond, je suggère dans mon livre que nous repensions nos concepts. La plupart de nos concepts en sciences sociales pensent le plein. La participation électorale, l'intégration nationale, l'identité, les politiques publiques, etc. Alors qu'en réalité, nous reposons sur le vide. Et le vide, en particulier par le biais de l'ambivalence constitutive de tous les rapports humains, et notamment des rapports politiques, l'ambivalence devrait conquérir une place beaucoup plus importante dans les sciences sociales du politique qu'elle n'occupe aujourd'hui. Avant de te donner la parole à Emmanuel, moi, il y a une chose qui m'a vraiment intéressé. Alors, vous dites que l'enfant chronologique qu'est le vôtre, c'est à partir de la Révolution, mais c'est vrai que pour les historiens, les historiennes de l'époque moderne, de la fin du Moyen-Âge, il y a quand même un concept tout à fait central, hein, c'est
celui de mise en ordre de la réalité que vous proposez. Je vois Anne dans la salle. Pour les historiens du droit, c'est aussi extrêmement important. Comment est-ce que l'État ne voit bien évidemment pas tout, et il voit très peu de choses. Et je voulais vous poser la question de la situation intellectuelle que vous pouviez avoir face aux travaux de James Scott sur l'œil de l'État et sur la problématique de ces ressources, de ces problèmes que l'État peut approcher, laissant de côté énormément de faits sociaux, finalement. Bon, James Scott, il faut quand même, il ne faut pas l'oublier, est un politiste, donc quelqu'un qui n'est pas entièrement fréquentable, et qui ensuite a été considéré comme un anthropologue. Mais il vient de la science politique, et avec tout le respect que je lui dois, je pense qu'il en a gardé beaucoup des défauts, et qu'il est très univoque dans ses explications. Et c'est frappant dans son Think State. Et bon, je trouve que c'est brillant, c'est érudit, mais c'est terriblement univoque, notamment parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour l'ambivalence. Et toute son analyse de la montagne par rapport à la plaine, au royaume, etc., est à mon avis très univoque également. Et Pierre, je lui en veux un peu parce qu'il a dévoyé quelques concepts proposés notamment par Thomson. Il les a galvaudés, et en particulier le concept de... Enfin, j'ai deux problèmes conceptuels avec James Scott. Le premier concept, enfin, le premier sujet de différence, c'est agency, qui maintenant est mise à toutes les sauces. Et le concept avait été avancé par Thomson pour dire quelque chose de très précis. C'est la capacité d'agir du subalterne, pour aller vite, c'est pas le vocabulaire de Thomson, mais peu importe, du subalterne au sein de la relation de domination. Bon. Et maintenant, l'agency est mise à toutes les sauces, et en grande partie du fait de James Scott. Et comme je le dis ironiquement dans le livre, l'agency pour James Scott, c'est un peu la grâce pour les catholiques. Il y a toujours un moment où elle arrive, où elle sauve le subalterne de l'abjection, où elle lui donne comme ça un peu de... Bon. Et puis le concept d'économie morale, donc il l'a utilisé dans un livre sur l'économie morale de la paysannerie en Asie du Sud-Est, qui est un livre qui, dans sa genèse, dans sa conception et même dans son financement, est indissociable de la guerre du Vietnam et de la lutte contre le communisme, etc. Donc c'est quand même un livre, on est plus dans la pensée opérationnelle que dans la grande science sociale. Là aussi, il simplifie terriblement le concept d'économie morale tel que le proposait Thomson, où il y avait deux éléments parmi d'autres importants. Premier élément, on ne peut parler d'économie morale que si les acteurs ont le sentiment que leur existence même est menacée. Leur capacité de survie. Donc, par exemple, l'économie morale du prolétariat anglais qui ne parvenait pas à reproduire sa force de travail, en quelque sorte. Bon. Alors après, on peut quand on garde cette notion, enfin cette définition précise, on peut en débattre. Par exemple, peut-on parler d'économie morale à propos des Gilets jaunes ? D'une certaine manière, oui, selon la définition de Thomson, parce que les gens sont descendus dans la rue en ayant le sentiment qu'ils n'y arrivaient plus. Et qui ne pouvaient plus survivre, enfin au sens, et qui ne pouvaient plus véritablement, peut-être pas nourrir leurs enfants, mais en tout cas assurer une vie. Bon. Alors après, on peut contester, dire non, mais c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas, il faut garder cet aspect de la définition de l'économie morale. Et puis deuxièmement, dans la définition de Thomson, il y a cette économie morale qui reprend à son compte de vieux répertoires de l'époque médiévale ou du premier âge moderne, notamment sur le juste prix, sur l'éthique du prix, etc. Donc il y a des éléments chrétiens, en quelque sorte,
et naturellement avec des relais importants au moment de la Grande Révolution anglaise, etc. Donc il y a toute une dimension religieuse de cette notion qui est complètement évacuée par son utilisation galvaudée. Donc voilà mes 2 points de dissensus avec Jim Scott. Peut-être rapidement, d'abord, vous remercier d'être venu jusqu'à nous. C'est pas... c'est pas plus long, mais... Pas un grand voyage, quand même. Non, puis je vous remercie surtout pour à la fois cette présentation lumineuse et puis ce type de travail, ces synthèses extrêmement ambitieuses et dont on a besoin, je pense, par moment aussi pour nous ramener un petit peu tous sur la même scène. On travaille chacun dans nos disciplines, sur nos périodes, nos aires, etc. Et je pense que c'est vraiment ce type de livre en fait qui crée des terrains d'entente, de rapprochement et qui suscite la discussion. Alors non seulement la discussion sur, j'ai envie de dire, votre objet de recherche propre, la fabrication de l'État, l'historicité de l'État, mais aussi à côté de ça sur quand même tout un tas d'autres questions qui me semblent quasiment tout aussi essentielles, mais qui sont en vrac un peu comme ça. Mais vous avez abordé la question du rôle de l'intellectuel, la question de la place de la création dans l'activité de recherche, la question de l'écriture, la question du rapport entre le matériel et le symbolique, l'hégémonie et la domination. Enfin, pour moi, tout ça, c'est aussi nous ramener à un moment un peu au fondement de nos disciplines et à ce qui fait qu'à un moment, sûrement vers 18-20 ans, on s'est tourné vers les sciences sociales, la science politique, l'histoire, l'anthropologie, etc. Et c'est par goût, par passion pour ces choses-là, et vous, elles sont toujours là au cœur de votre travail, et je trouve que c'est suffisamment rare, me semble-t-il, de trouver ces choses-là pour devoir être... On a comme un beau métier. On a la chance de pratiquer un beau métier, mais voilà, c'est des questions parfois... Vous parliez un peu des experts, de tendances parfois un peu scientistes, de sciences politiques mainstream. Bon, il y a quand même tout un tas de travaux où ces questions que vous posez, que vous nous proposez aujourd'hui, elles sont un peu étouffées, oubliées, minorées, et je crois que c'est des belles questions. Moi, je vais vous poser une seule question, c'est une formule, alors peut-être que vous me répondrez qu'il faut laisser le flou parce que justement il est constructif, mais quand vous parliez le triangle, la triangulation au début qui est un peu subsumé sur ce diagnostic du moment historique de la globalisation nationale libérale, vous avez cette formule donc libéralisme pour les riches et nationalisme pour les pauvres, c'est ça? Oui, c'est une formule polémique que j'avais utilisée pour Sarkozy. Mais j'ai du mal à... Je suis pas sûr de... Voilà, je voudrais bien vous entendre dessus parce que je suis pas forcément sûr de bien la comprendre, ni même d'ailleurs forcément d'être d'accord avec elle. Ça dépendra de la façon un peu dont vous la définissez, mais j'aurais bien, vous aimez vous entendre prolonger là-dessus. Sur le premier point, ce que vous évoquiez sur ma conception de la recherche, je pense qu'il faut toujours obéir au principe de plaisir. Donc, si on n'a pas de plaisir à travailler sur un objet, il vaut mieux arrêter. Bon. Donc, moi, j'ai une conception très hédoniste de notre métier. Il faut se faire plaisir si on a l'espoir, si on veut avoir l'espoir de faire plaisir à ses lecteurs. Et ensuite, je crois que notre métier repose sur 2 principes contradictoires. Le principe de la filia. Moi, je crois beaucoup, et j'ai eu la chance, on nous présente souvent l'université comme un puits de haine. Bon, c'est sans doute vrai, comme toute institution sociale, mais mon expérience personnelle est complètement différente. Et moi, j'ai la chance extraordinaire d'avoir travaillé sur des décennies avec des gens qui sont restés des amis et à me faire de nouveaux amis. Donc c'est comme, puisqu'on est à Bruxelles, c'est comme chez Tintin, quoi, de 7 à 77 ans. Ma plus jeune amie scientifique doit avoir 7 ou 8 ans. Elle est la fille d'une chercheuse d'ailleurs. Bon. Et puis j'ai même des amis au-delà de 77 ans, comme par exemple Peter Rechir. Et il y en a toutes les générations. Bon. Et ça, je trouve que c'est quand même... je me permets de le rappeler parce que nous sommes quand même dans un moment, comme on dit, néolibéral, de mise en concurrence systématique des institutions et des chercheurs. Et c'est pas comme ça qu'on fait de la bonne, entre guillemets, science. Bon. Mais de l'autre côté, on ne fait pas non plus de la bonne science avec de bons sentiments. Ça, c'est comme le cinéma ou la littérature. Donc il faut être à la fois
comme dirait M. Darmanin, gentil et méchant. Il faut être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Je crois que c'est le fond de sa pensée, il me semble. Et national-libéralisme, c'est effectivement l'expression hygiénique de ma méchanceté foncière. Il faut savoir être méchant. Et alors c'est une formule à l'emporte-pièce, elle vaut ce qu'elle vaut, mais j'avais publié un papier, c'était au moment de la première campagne électorale de Sarkozy, donc j'avais publié un édito, je crois qu'évidemment aucun journal français n'en avait voulu et que ça avait été publié dans le temps, à Genève. Et j'avais synthétisé ma pensée en disant que Sarko était national avec les pauvres et libéral avec les riches. Et naturellement, quand je disais national avec les pauvres, je pensais à ce ministère qu'il annonçait, avec toute sa problématique de l'identité nationale qu'il a jeté aux pauvres comme on jette un os à un chien, quoi. Et je crois que de ce point de vue, alors c'est vrai que la notion n'est pas très scientifique, donc c'est peut-être pas le cadre ici pour en parler, mais évidemment, je trouve qu'elle fonctionne aussi assez bien avec Macron. Bon, donc il y a sans doute beaucoup de flou, dont je ne sais pas si c'est constructif ou non, dans cette notion, mais il y a quand même une part de vrai qui fonctionne assez bien. Mais je ne vais pas me battre pour cette définition du national-libéralisme. En revanche, je crois que le national-libéralisme est un véritable concept. Peut-être n'a-t-il aucun avantage comparatif par rapport au libéralisme autoritaire de Heller. Bon, c'est possible, mais on voit à peu près de quoi on parle, quoi. Et en tout cas, ce qui manque évidemment dans le national-libéralisme, c'est la dimension identitariste que je mets en avant dans le triangle. Mais on voit quand même bien. Je trouve que la formule permet de ramasser cet assemblage ou cette synergie entre le global et le national. Bon. Merci beaucoup. Il nous reste vraiment à vous remercier. Non, merci à vous de votre accueil.